bonjour, bonsoir, re-bienvenue. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire re-bienvenue parce que vous savez, on est dans la continuité à chaque fois du même live sur Twitch. Mais pour vous, il se passe un gap de jours. Je dis peux rien, c'est comme ça. C'est chiant de vous lâcher toutes les vidéos le même jour, donc on espace. C'est de la présence sur la chaîne, hein. Puis quand je vois la longueur de certaines vidéothèques, heureusement que je vous les mets pas le même jour. Parce que bon, se bouffer 1h30 de vidéo, c'est sympa quand même. Mais ça a ses limites, ça. Ça a ses limites. En tout cas, normalement, à l'heure où je parle aujourd'hui sur Twitch, la VOD de la semaine dernière n'était pas encore sortie, donc vous ne pouvez pas être au courant du dernier thème. La dernière fois, nous avons parlé... J'ai un doute. Nous avons parlé d'architecture traditionnelle. Ah, le pire début de vidéo. Oui, on a parlé d'architecture traditionnelle japonaise. Je vais quand même aller vérifier sur ma propre chaîne YouTube, hein, quand même, quelle vie. Donc nous avons parlé de ceci. Et donc, comme d'habitude, à la fin de chaque épisode, on vote notre petit thème de la semaine suivante. Et le thème qui avait écrasé les autres, c'était les animaux au Japon, la place des animaux au Japon. Et donc, nous allons voir aujourd'hui ce pan de société sur lequel on s'est un peu moins intéressé, effectivement. Les animaux au Japon, quelles sont leurs significations, comment sont-ils vus, et ce genre de choses. Et à la fin, bien évidemment, nous allons voter pour le thème qu'il y aura dans 2 semaines. Normal, vous me direz. Donc, on va remonter, une fois n'est pas coutume, nous allons remonter l'histoire du Japon. N'êtes-vous pas content? J'ai l'impression qu'à chaque fois... J'ai l'impression que quel que soit le thème qu'on va faire, si je commence pas au 5e siècle, il y a un problème. Il y a un problème. Si l'histoire ne commence pas au 5e siècle dans une aftertech, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Et donc, sachez que là, on ne va pas partir si loin que ça du 5e siècle parce que nous allons revenir à l'origine de tout, l'origine de la moitié de nos vidéothèques, aftertech. Nous allons arriver juste après que les Chinois aient importé le bouddhisme ainsi que leur architecture, ça vous avez dû le voir il y a 2 semaines, enfin, la semaine dernière sur YouTube, et importé le bouddhisme et on retourne dans cette période-là, et leur architecture. Donc nous sommes à la fin du 7e siècle, et un empereur, Tenmu, à ce moment-là, on est très loin, et la première chose que je vais vous dire n'est vraiment pas la chose à laquelle vous allez attendre. Nous sommes au 7e siècle, et l'empereur Tenmu, qui régnait de 673 à 686, déclare illégale la consommation de viande animale. Quand on vous dit qu'être végétarien n'est pas nouveau. Et vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Nous allons retracer l'histoire du Japon d'un point de vue consommation de nourriture. Nous sommes en 675, 2 ans après la prise de pouvoir, lorsque l'empereur décide que la consommation de viande d'origine animale est illégale. Donc consommation, on met en avant les bovins, les chevaux, les chiens, les poulets et les singes. On bouffait tout à l'époque, hein, attention. Hein. Et cette vigueur, cette interdiction est restée en place pendant plus de 1200 ans. Donc on arrive en 1800, donc vous allez vous dire, putain, c'est ultra récent la viande au Japon. Ouais, encore plus récent que ce que vous pensez. Donc, là ça va, on peut faire un bond dans l'histoire, on arrive à la période Edo. La période Edo, si vous avez suivi les aftertech, vous savez très bien qu'on est en 1600-1800, et donc si ça a duré près de 1200 années, faites les calculs, on est plutôt en 1800 et des poussières. Voilà. Donc, à la fin de la période Edo, vous voyez, comme ça, quand je vous donne les infos, ça va mieux. Eh bien, l'interdiction de manger de la viande était devenue plutôt souple. C'était normal, c'était dans les mœurs, on ne mangeait plus de viande. Mais si ça arrivait à des gens, ils étaient
voilà, ils n'étaient pas ultra stigmatisés, il n'y avait pas de grosses répressions. Et en fait, le dernier shogun en place de la période Edo, qui était Yoshinobu, était d'ailleurs un consommateur de viande de porc. Et donc, en fait, il a... Voilà, donc, en guise d'exemple, il ne pouvait réprimer personne parce que c'était lui-même un consommateur de viande et il se les faisait importer depuis un domaine. Donc là, on commence à sentir la couille dans le potage. Et donc, après la période Edo, on arrive au Meiji. Et donc, au Meiji, restauration du Meiji en 1868, le premier empereur, Meiji, annule ce décret qui date de 675, qui déclarait l'interdiction de consommer de la viande illégale. Et était un petit consommateur de viande. Il expliqua à un de ses hommes d'État, donc chose qu'on saura plus tard, qu'en fait, il a rendu cette consommation de viande légale simplement pour faciliter les relations diplomatiques avec l'extérieur. Vous vous rendez compte que le Japon s'est remis à consommer de la viande. En tout cas, ce n'était plus illégal de consommer de la viande parce que comme ça se faisait en Occident, donc chez nous, et donc du coup, ils se sont adaptés pour avoir des relations plus courtoises lorsqu'ils accueillaient des étrangers pour relations diplomatiques et donc avoir un régime alimentaire semblable et donc mieux socialisé. Il avouait que c'était pas pour son propre régime alimentaire personnel. Cependant, les Japonais n'aiment pas le changement. Et donc, un mois après son décret, il y avait eu beaucoup de protestations. Il y a même eu un groupe d'ascètes qui sont allés au palais impérial, à les couilles des mecs, pour faire une prise d'assaut à 10. Les mecs à 10 ont voulu prendre d'assaut le palais impérial. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'était d'avance une mauvaise idée? Ils sont 10. 4 d'entre eux ont été abattus par des gardes. Un a été gravement blessé et les 5 autres ont été emprisonnés. Vous la sentiez venir la mauvaise idée? C'en était une. C'en était une. Mais ensuite, face à cette légalisation, certains se sont remis d'aplomb à la viande et comme souvent, ça a été entraîné par l'État. Donc, une entreprise gouvernementale qui vendait de la viande a payé des articles pour promouvoir les grands bienfaits de la viande afin que les Japonais se remettent à en consommer. Donc, c'était un article qui vantait les 1001 bienfaits de la viande. Et donc l'article en traduction s'appelait « Une théorie de la consommation de la viande ». Et donc ça faisait vraiment une apologie de ses valeurs nutritionnelles, des carences, que c'était nécessaire, que ça permettait d'éviter des famines, etc. Et la même personne qui a été payée pour faire ça a ensuite mis ça dans les plats de la cantine d'une école primaire. Et ensuite il est devenu... son école primaire est devenue bien plus tard une très grande université. Donc voilà. Néanmoins, les Japonais, avec tout ça, ne sont quand même pas trop laissés démonter. La viande de bœuf, en tout cas, pour elle, restait très impure. Voilà, donc quand ils passaient devant des magasins de viande, ils n'aimaient pas voir la viande de bœuf. Plus que les autres, en tout cas. Mais ça n'a pas empêché leur expansion, bien évidemment. Hein. Vous savez, l'agricole, on a beaucoup d'animaux, etc. Vous allez vous dire, mais putain, qu'est-ce qui a mis à mal les Japonais? Pourquoi ils sont retournés là-dedans? Et événement numéro 1, nous sommes en 1923. Donc vous allez noter que ça fait moins de 100 ans. Et en fait, il y a eu un séisme qui s'appelle le séisme du Kanto. Et... qui en fait a mis ce séisme en fait a détruit beaucoup de vivres qui n'étaient plus consommables
Et donc du coup, les Américains ont expédié par voie maritime vers le Japon pour les aider. Donc on était avant les antécédents de la guerre mondiale, hein, donc ça va, ils se détestaient pas encore. Ils ont envoyé du coup quelque chose qui devait se conserver. Donc ils ont envoyé quoi? Ils ont envoyé du bœuf salé en conserve, ce qu'on appelle du corned beef. Et donc finalement, ça a été pendant cette année-là où beaucoup de leurs biens ont été détruits, ça a été l'un des trucs qu'ils ont le plus mangé. Et donc du coup, eux qui étaient en répression de la viande et en l'occurrence du bœuf, se sont retrouvés avec uniquement des vivres de bœuf salé en conserve pour survivre. Miam bœuf, coucou c'est vous, comment tu vas? Et donc du coup, cette année-là, ce séisme-là fait disparaître le tabou autour du bœuf parce que c'est ce qui leur a permis de survivre. C'est resté pendant très très longtemps quelque chose qui faisait uniquement en conserve. Ça va et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon début de semaine. Et donc du coup, les Japonais, encore aujourd'hui, sont parmi des rares personnes à en consommer quotidiennement dans leur cadre, le cadre de leur alimentation. Et alors qu'à la base, c'était prévu pour les marins parce que ça se conservait extrêmement bien et que ça avait un conditionnement très spécifique pour entrer facilement dans les cales et donc prendre le moins de place possible. Voilà, donc ça fait moins de 100 ans que la consommation de viande au Japon est quelque chose de régulier. Autour du week-end, j'ai peut-être dormi 1 heure sans le vouloir. Du repos bien nécessaire. Donc on est très précisément à 98 années où le Japon, par dépit, par survie, s'est remis à consommer de la viande et donc du coup s'est rentré suite à ce séisme plus facilement dans leurs mœurs. Mais c'est pas pour autant que les Japonais, on va dire, estiment ça normal. Les Japonais érigent beaucoup de monuments en honneur aux animaux. Ils ont beaucoup de compassion pour les êtres vivants et ils leur en rendent. Les Japonais in my heart. Et donc en fait, il existe beaucoup de statues d'origine bouddhiste. Hein. Vous connaissez le cycle de la réincarnation. On a fait tout un épisode là-dessus, les croyances. Et donc du coup, tout a une signification pour les humains. Et donc du coup, par exemple, quand ils ont dû créer des champs pour cultiver, eh bien ils ont créé ce qu'on appelle un Mushizuka, littéralement un monticule d'insectes qui est en fait des sculptures en fait pour commémorer les insectes et toute la faune entre guillemets, tous les petits insectes et toute la petite faune qu'ils ont dû chasser parce qu'il n'y avait pas de pesticides aussi à l'époque. Mais du coup pour les remercier entre guillemets d'avoir laissé la place pour les vivre, etc. Donc ils faisaient déjà ces monticules. En plus de ça, ça s'accompagnait souvent les trophées d'insectes Animal Crossing. C'est peut-être inspiré de ça finalement. C'est vrai que j'avais pas fait le lien, mais peut-être que c'est ça parce que finalement on les chasse dans Animal Crossing et finalement on finit par les commémorer avec ces statues qu'on peut demander à Jason de faire. C'est un parallèle auquel j'avais même pas pensé, vu que Animal Crossing est vraiment basé sur presque que de la culture japonaise. Et en plus de ces monticules qu'ils faisaient, de ces petites statues ou monuments, ils faisaient également des prières. Vous savez qu'il y a beaucoup de kami, de yokai, etc. dans la culture japonaise, beaucoup d'esprits, notamment d'origine animale. Et donc dans les villages, on avait toujours un temple qui était dédié. Et notamment dans les villages agricoles, on remerciait souvent les animaux et tous les êtres vivants pour leur permettre les bonnes ressources, la terre, etc. De la même manière que là on l'a fait pour les insectes, ils ont remercié tous les animaux qui se sont entre guillemets mis à leur service, qui les aident à accomplir des tâches. Donc là on va parler des chevaux qu'on peut monter, on va parler des sangliers, des cochons, des poulets qu'on abat pour consommation humaine. Il y a aussi, on parle aussi de poissons, oiseaux et cerfs, mais surtout là elles vont être moins fun, l'anecdote est moins folle. Il y a chiens et chats, parce qu'à l'époque on se servait de leur peau pour faire un instrument traditionnel. Rassurez-vous, le shamisen ne se fait plus comme ça aujourd'hui.
J'espère que plus personne ne le fait comme ça aujourd'hui. Mais voilà. Et donc ils rendent globalement hommage à tous les insectes. Et par exemple, dans la préfecture de Toshigi, à Nazu, il existe même un mémoire, un monument, un mémoire, qui a été fait juste pour les insectes qui ont servi à nourrir les faucons du shogun. Toujours une marque importante de respect, ils se prennent pas pour les rois du monde. Exactement, ils ont toujours cette notion de... Bah, on revient au cycle de la réincarnation. Hein. Il tue un animal, il va se réincarner, donc il vaut mieux qu'il se réincarne en potentiellement quelque chose de mieux, etc. Non, Liel. Tu arrêtes Notre-Dame, c'est fini. Ça s'arrête là. C'est non. C'est non. Et donc voilà, ça c'était par exemple un de nos exemples. Ensuite, on va arriver peut-être dans un Japon un peu plus moderne, où on passe les périodes agricoles. On va parler un peu des Japonais aujourd'hui. Je vous avais dit que posséder des animaux au Japon, c'est pas pour tout le monde. C'est d'ailleurs un phénomène plutôt récent qui a commencé dans les années 2000. Plutôt récent d'un point de vue de l'histoire au total. Hein. Donc, faut pas un permis. C'est plus complexe que ça. En fait, ça dépend d'où tu habites. Voilà, c'est autre chose. Donc en fait, ça a commencé dans les années 2000 et en une quinzaine d'années, donc vous vous doutez bien qu'on se rapproche beaucoup d'aujourd'hui, le nombre d'adoptions, j'ai pas dit en refuge, le nombre d'adoptions en tout cas d'animaux a explosé. Mais le problème, c'est que ces animaux ont un peu cet effet de mode ou comme une mode, hein, le hand spinner, la casquette à l'envers, Watibé, tout ça, eh bien, c'est quoi la différence entre adoption et adoption au refuge? Et bah, quand t'adoptes un éleveur, adopter ou payer, ou t'achètes, voilà. Quand tu l'adoptes en refuge, c'est que l'animal, voilà. Mais on va en venir, ça fait partie de tout le dossier que je vais étayer. Voilà. Mais du coup, les animaux ont souvent une mode. Et aujourd'hui, on estime, avec les calculs qui ont été faits, etc., par rapport aux 20 dernières années, qu'une mode dure à peu près 2 à 3 ans. Rendez-vous compte à quel point c'est peu. Vous savez combien de temps nous on vit et vous savez combien de temps vivent les animaux en général. Ça peut aller jusqu'à 20 ans. Mais là, on estime que les modes durent à peu près 2 à 3 ans. Et donc, au terme de ces 2 à 3 ans de mode, ce qu'il arrive, c'est des vagues d'abandon de ces animaux. Littéralement. Je serre les poings. Déjà, on va parler d'une histoire très célèbre que vous devez connaître, qui est adaptée en film. C'est l'histoire d'Hachiko, un petit chien qui a attendu pendant 10 ans tous les jours son maître à la gare, alors que celui-ci était décédé. Et donc vous savez très bien qu'il est de la race des Shiba Inu. Et à cette époque-là, donc on est en Seconde Guerre mondiale, hein, si je dis pas de bêtises. Non, même pas. On est en 23, donc on est à la période du séisme de nouveau. Ah non, la race Akita Inu est née en 23. Ok. Donc les Shiba, donc Hachiko était un Akita Inu, race qui a été née en 23. Voilà. Donc la race est très récente. Elle a la même date que depuis qu'on consomme de la viande. Mais voilà, Hachiko, normalement, si je dis pas de bêtises, c'était Première ou Deuxième Guerre mondiale de souvenir. Et donc il a attendu 10 ans, 10 ans pendant son maître à la gare. Et donc il a une statue en son honneur. Jusque-là, vous allez me dire, ok, tout va bien. Mais si je vous disais qu'à cette époque-là, cette race de chiens était en voie d'extinction, si je vous disais qu'en 1940, les Shiba et les Akita Inu étaient une espèce en voie d'extinction, et que en fait, c'est l'histoire d'Hachi qui a relancé l'élevage de cette race. Ouais. Ouais.
c'est vrai, mais ils sont surcotés maintenant. Bah ouais, mais c'est... Mais en fait, la race allait disparaître et c'est l'histoire d'Hachi qui a relancé l'élevage. Voilà. Et donc du coup, on a eu un grand élevage de masse d'Akita et de Shiba, surtout d'Akita. Et donc, du coup, ce sont devenus des animaux qui ont été très adoptés. Mais également, du coup, souvent très abandonnés. Et donc ça, on va en venir plus tard. Ensuite, dans les animaux très populaires, nous allons avoir les chats. Vous connaissez tous les petits maneki neko? Vous savez, les petits chats qui bougent les pattes. Et ben en fait, j'ai découvert que tous ces maneki neko étaient faits sur la même race de chats. Ils sont tous inspirés de chats de race bobtail japonais. Parce que c'est un chat qui a 3 couleurs. Donc c'est un chat qu'au Japon on appelle le chat 3 poils. Et en fait, ce pelage pour eux est un signe de bonne fortune, de chance. Donc ils ont une préférence pour ce chat-là. Et en plus, il a la queue très courte, ça, il a la queue enroulée sur lui-même. Et donc il a vraiment une toute petite queue. Il n'a pas une queue comme un chat normal. Et donc du coup, voilà, ça a aussi été un chat très très à la mode. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit le chat qui remue la patte la donne la chance. Oui, c'est parce qu'historiquement c'est un chat de bonne fortune pour les Japon avec ses couleurs. Et on en avait déjà parlé, il a une patte pour la santé et il a une patte pour l'argent. Voilà. Et s'il a les deux, c'est que c'est vraiment un fifou et il fait les deux. Aujourd'hui, on va rencontrer d'autres variantes par rapport aux chiens et aux chats qui ont été des grandes histoires. On va avoir donc dans les tendances les baraibou. Vous avez déjà pu en voir sûrement sur des vidéos Instagram, Twitter, TikTok de gens qui sont en vacances là-bas et qui sont en mode « Ah, trop mimes, un bar à hibou ». Et ça fait partie de ces tendances. Un bar à hibou, ouais, ça existe. Des bars où tu vas Enfin, c'est un café. Ça s'appelle bar, mais c'est un hibou. C'est comme on appelle ça un bar à chat, mais c'est des cafés plutôt. Donc café à hibou, et donc du coup, t'as des hiboux partout autour de toi. Il y en a avec des lapins, il y en avait aussi avec des serpents. Et plus récemment, on peut aussi en trouver avec des hérissons. Voilà. De manière plus conventionnelle, dû au problème d'adoption, ils font pas caca partout. Franchement, je sais pas comment ça se passe. Je vais pas te mentir, aucune idée comment ça se passe. On va revenir un peu plus tard sur les difficultés d'adopter un animal au Japon. Mais ceux qui aiment beaucoup les chiens, au Japon, il y a des systèmes de location d'heures ou à la journée. Si vous avez envie de vous partager, de vous promener, de partager votre journée avec un chien, vous pouvez en louer pour la journée ou pour l'heure. Voilà. Allez draguer au parc. En parallèle, dans le Japon d'aujourd'hui, vous savez qu'on en a bien parlé dans les Salarymen, il y a beaucoup de pression au boulot. Et du coup, pour réduire la pression au boulot, je donne une fausse identité, je rends pas le dogo. Du coup, pour réduire la pression, les entreprises, parce que vous n'êtes pas sans savoir que du coup, en tout cas les Salaryman passent beaucoup de temps. Pourquoi louer un chien quand on en est un? Peut-être que, parce que comme on dit, not all men, je sais pas. Mais oui, mais peut-être il y en a, ils en ont pas conscience aussi, c'est bon. On part sur d'autres débats là. Et donc du coup, il y a des entreprises qui, elles, adoptent des animaux. Et donc du coup, vu que quand même les mecs passent des fois plus de 10 heures de leur journée au boulot, hein, donc soit presque la moitié de la journée, bah du coup, ils ont des petits animaux, des chiens, des chats, quand même le plus souvent. Bark. Mais voilà. Donc ça, c'est les bons côtés du Japon. Ça, c'est les bons côtés du Japon. Et comme dit, il y a le côté abandon massif des animaux parce que, passé de mode, ces animaux sont massivement abandonnés. Et donc, du coup, par exemple, dans les années 80, l'archipel japonais s'était pris de passion pour les huskies. Mais du coup, c'est des très grands chiens. Ensuite, ils se sont pris de passion pour les dalmatiens. Devinez à cause de quel film? Les 101 dalmatiens. Voilà. Et donc c'est des chiens où ça a duré à peine une génération. Et puis il y en a presque plus parce qu'en plus c'est des très grands chiens.
et il n'y a pas de place au Japon, etc., etc. Donc du coup, les Japonais se sont tournés plus intelligemment vers des races de petits chiens. Caniche, teckel, chihuahua, tous les petits trucs qu'on déteste, bien évidemment. Mais dans ce qui n'est pas beau à savoir, c'est que du coup, comme on voulait des chiens petits, les... Tu fais quoi? Quoi, je présente. Ça crache sur les petits chiens. À titre personnel, je n'aime pas les petits chiens. C'est très hargneux pour rien du tout. Voilà. Du coup, les mieux, vous savez, c'est le seul exemple que j'ai à chaque fois, c'est parce que j'oublie la race du chien. C'est le chien d'Andy raconte. C'est le petit truc là, c'est un petit chien. C'est juste 30 cm de poils de chaque côté. Ça n'aboie jamais. Et ça, c'est très sympa. Mais sinon, c'est hargneux, ça crache partout, ça aboie pour rien. Ça casse les couilles. Crispy couille, mange des pâtes. Je suis pas très grand. Mais du coup, au Japon, les éleveurs, se sont évertués de faire en sorte que les chiens soient de plus en plus petits et donc du coup essayer de modifier les générations qui arrivaient. Et donc comment ils faisaient ça? Eh ben ils faisaient en sorte que les chiennes porteuses, qui servaient à des reproductions massives, aient un bassin très étroit pour que le bébé que les fœtus, etc. ne soient pas très grands. Et un Spitznain, c'est marrant, ça fait partie des races qu'il y a beaucoup au Japon. Et donc ils faisaient en sorte que les chiennes porteuses aient des bassins très étroits. Donc du coup, pour que les bébés soient d'autant plus petits, et à un tel point que le bassin était étroit qu'il fallait faire accoucher les chiennes par césarienne. Et quand les mères porteuses n'étaient plus en état, on les abandonnait. Ça m'énerve, oui. Voilà. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, il existe une association qui s'appelle ARC, Animal Refuge Kansai, qui se bat très activement pour la protection des droits animaux, des animaux, mais que c'est très difficile. Les lois sont mal faites. Intervenir auprès d'entreprises ou d'éleveurs, c'est très difficile. Les plaintes à la police sont souvent sans suite et que les peines sont très légères. Certains bénévoles de l'association ne se cachent pas d'avouer qu'ils ont une centaine d'années de retard en termes de droits animaliers. Voilà, donc il y a des gens déjà qui en sont très conscients. Pour vous donner une idée, Pour vous donner une idée, au Japon, les refuges accueillent plus de 200 animaux par jour. Plus de 200 animaux par jour, ou 82 animaux, ouais, tout confondu. T'as le chiffre en France. On va chercher ça. Animaux abandonnés en France. Je sais pas s'ils ont un compteur par jour. Près de 100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année en France. Alors on va prendre notre calculatrice très simplement. Et on va faire 200 fois 365. Ça fait 73 000. Ouais, non mais ça c'est les abandonnés. En abandonnés, on en compte plus de 100 000. Et par contre, la SPA n'en recueille que 42 000. Là, on parle d'animaux qui arrivent en refuge. Donc il y a plus de 50%. C'est 50% de plus qu'en France. Qui arrivent en refuge. On parle pas juste d'animaux abandonnés. On parle juste d'animaux qui arrivent en refuge. Là, c'est la différence. Mais on a aussi un droit un peu plus avancé à ce niveau. Correspond à une fourchette de 100 à 300 000 animaux selon les sources officielles ou les associations. Voilà. Non, ça c'est un autre chiffre. Donc, chaque année, là vous allez avoir des chiffres qui font peur. 82 à 88% des chiens, non, 82% des chiens et 88% des chats sont gazés. C'est des chiffres qui font mal.
Et du coup, on a seulement 11% parmi les, voilà, hein, parmi les 100% au total. Gazé, oui, forme d'euthanasie. Pour seulement 11% qui sont adoptés. Et encore, le respect de tout à l'heure, bah, c'est parce qu'il y en a juste trop, hein, ils n'ont pas le choix, mais on va en parler. Et encore, ces 11% adoptés ne sont pas forcément adoptés par des particuliers, hein, par des personnes comme vous et moi qui veulent avoir un animal à la maison. Ils sont très souvent revendus en laboratoire. Voilà. Les associations japonaises estiment qu'en moyenne, un animal qui arrive en refuge, s'il n'est pas adopté dans la semaine, va être soit abattu, soit vendu. Donc, ça va très vite. T'arrives en refuge, t'as une semaine où c'est ciao. Voilà. C'est vraiment très rude comme chiffre. Hein. On va pas se mentir. Et on est sur des chiffres de 2014. Hein. On n'est pas si loin que ça. Hein. C'est vraiment pas très très loin comme chiffre. Hein. Enfin, en tout cas, non, des années 2010. Je sais plus de quand date cet article. Est-ce que j'ai la date? J'ai la date de l'article. Il est de 2019. Donc on est sur des chiffres extrêmement récents. En tout cas, en 2014, il y a eu une campagne qui s'appelait No Kill, qui a tendu à mettre en valeur un amendement sur une loi pour rendre coupable un propriétaire d'animal s'il le maltraitait. Donc là, on parle juste de maltraitance, hein, on parle pas d'abandon. On parle juste de rendre coupable un propriétaire d'animal qui le maltraite. Et donc, propriétaire d'animal, y compris les éleveurs. Et donc, du coup, cette campagne est passée et elle s'est suivie d'un projet de loi du coup qui s'appelait Un chien pour la vie, donc qui visait à responsabiliser les personnes, mais qui a eu un tournant négatif qui tend à être corrigé, mais qui nécessite une modification de loi. Et en fait, on interdit du coup de faire du mal aux chiens. Mais du coup, le problème, c'est qu'ils n'ont plus le droit d'euthanasier des chiens avec des stades de cancer avancés. Et donc, entre guillemets, bah, à la même manière qu'on ferait un suicide assisté en France pour abréger les souffrances d'une personne, pas en France, mais dans certains pays. En fait, on interdit, entre guillemets, le suicide assisté même pour ces animaux-là. Et donc, on les force à vivre leur maladie jusqu'au bout, dans ce cas-là. Il y a également, on en parlait un peu avant, on parlait d'un permis. Ça, par contre, c'est pas gentil. Oui, c'était le défaut de la loi et ils en ont pris conscience que par la suite. Ensuite, on parlait du permis. Il n'y a pas vraiment de permis de loi. C'est juste qu'en ville, soit la préfecture n'autorise pas d'avoir des animaux, soit c'est carrément ton propriétaire qui te l'interdit. Parce que bah, beaucoup des logements font 9, 18, 20 mètres carrés. Et beaucoup de gens vivent dans des très très petits logements. Et en plus de ça, à partir d'un certain âge, vous n'êtes plus autorisé, ou en tout cas vous n'étiez pas autorisé à pouvoir adopter. Donc on tend à vouloir augmenter l'âge possible d'adoption. On parle pas de l'âge de l'animal, on parle de l'âge de la personne, l'autre animal. Voilà. Et également à vouloir former plus de vétérinaires qui sont trop peu nombreux pour pouvoir gérer le flux d'animaux qu'il y a au Japon. Voilà. Au Japon, actuellement, il y a 10 millions de chats. En tout cas, en 2019, il y avait 10 millions de chats. Une des populations de félins les plus importantes au monde, mais dont la plupart sont abandonnés. Donc à l'époque, comme dit, on en amenait beaucoup en refuge. Hein, comme dit, c'était plutôt à plus de 200 animaux par jour en refuge. Mais entre 2004 et 2016, le nombre de chats admis en refuge a baissé de 70%, passant de 237 000 à 45 000. Ce qui ne veut pas dire que moins de chats sont abandonnés. Ça veut juste dire que moins de chats sont amenés en refuge et que du coup on les transforme juste en chats errants, on les lâche dehors et on se repose sur le fait que ils trouvera à manger, ils se démerdent. Et donc du coup on en fait des chats de rue. Et j'ai un manga sur ça, on en parlera la semaine prochaine.
On en parlera la semaine prochaine de ce manga-là, du coup. Enfin, dans 2 semaines. Du coup, sur le thème des chats errants. Pas aussi négatif, hein, bien évidemment, mais on en parlera. Et donc, du coup, au Japon, avant, on avait 237 000 chats en refuge, mais maintenant, on n'en mène plus que 45 000. Et donc, du coup, vous doutez bien que les 190 000 autres sont laissés à leur sort en ville. Et à Tokyo, on estime que leurs conditions sont encore plus difficiles depuis que le marché aux poissons géants a fermé. Donc ça fait déjà de la bouffe en moins. Voilà, ça fait déjà de la bouffe en moins. De la même manière qu'il existait des lois pour protéger les chiens, il y a une ONG qui s'appelle Kitten Safe Sanctuary qui lutte au Japon pour pour sauver des chats de toutes les manières qui seront à leur disposition et qui font de leur mieux. Mais voilà, c'est très compliqué, vous en doutez. Et donc, puis au Japon, il n'y a pas spécialement de permis requis pour adopter un animal. Il faut juste déjà être dans une préfecture qui l'autorise. Si vous êtes dans une préfecture qui l'autorise, il faut un propriétaire qui l'autorise. Et plus vous êtes en ville, vous savez que la population de Tokyo est très très dense, plus vous êtes en ville, moins vous avez de chances de pouvoir adopter un animal. Et plus vous êtes en campagne, plus vous avez la possibilité de pouvoir en avoir. Voilà. Ensuite, on n'a pas parlé, on va en parler très rapidement, on a parlé déjà du Shiba Inu et du Bobtail en animal très populaire au Japon. Mais on va juste parler vite fait des animaux emblématiques, hein. Donc on en a parlé, le Shiba et l'Akita Inu. Il y a également les singes qui font partie des animaux emblématiques du Japon, plus précisément les macaques japonais. Et ils vivent en groupe, en communauté, à la manière des humains. Communautés qui sont dirigées par des femmes. Les hommes servent juste de reproducteurs. En fait, dès qu'ils arrivent à maturité sexuelle dans le groupe où ils sont, ils doivent migrer pour aller dans un autre groupe pour pouvoir pérenniser l'espèce, entre guillemets. Et donc, ils aiment bien les sources chaudes. Et donc cette caricature qu'on voit souvent dans les animés, de pouvoir souvent croiser des singes dans les bains publics, c'est pas vraiment de la caricature, parce que c'est courant au Japon. Les singes aiment bien se ressourcer dans ces zones saines, ces bains chauds. Donc si jamais, ne soyez pas surpris si vous allez dans un onsen en village. Ensuite, vous avez les renards. Il existe 2 espèces au Japon, le renard roux et le renard de feu. On va chercher des belles images. Donc le renard roux, bien évidemment, l'espèce souvent l'une des la plus connue, la plus représentée, hein. Donc le renard roux et le renard de feu avec un pelage bicolore. Du brun noir, du brun et du noir, que je vois pour la première fois de ma vie. En tout cas, c'est extrêmement beau. C'est extrêmement beau. Donc ce sont les 2 espèces prédominantes au Japon, hein, donc le renard roux et le renard feu. Et bien évidemment, ça c'est associé à beaucoup de folklore dans le Japon. Et sachez qu'il existe un village composé uniquement de renards. Voilà, donc dites-vous bien dans votre tête que on a reconnu un village avec une unique population des renards. Voilà. C'est un village dans les montagnes de Miyagi. IY. Voilà. Donc, il existe un village, je connaissais pas. C'est vrai qu'on connaît souvent... bonsoir Drimouille, comment vas-tu? C'est vrai qu'on connaît souvent le village avec l'île des biches, dont on va en parler juste après à Nara. Donc en plus c'est même pas des biches, c'est des daims, c'est ce que j'ai découvert, des daims et des cercica. Mais et on savait aussi qu'il y avait beaucoup de chats au Japon, mais du coup il y a un village avec que des renards, ça je ne savais pas beaucoup. Ensuite, dans les animaux dont on n'a pas parlé et qui est pourtant mis en avant aussi presque dans Animal Crossing, c'est la carpe koi. Alors, figurez-vous que la carpe koi est signe de virilité et d'amour. Voilà. Je savais pas.
virilité et amour pour la carpe koi. Et donc, elles apportent dans les jardins de la couleur et de la sérénité. Quelle virilité. Mais tout ça, c'est dû de légendes chinoises encore. Et vous allez faire très vite le lien si vous n'avez joué au moins un jeu Pokémon, celui-là qui s'appelle Pokémon bleu, rouge, jaune et vert si vous avez eu la version japonaise. Vous allez très vite faire le lien. Vous allez très vite faire le lien avec un certain poisson. Parce que figurez-vous que la carpe koi pourrait être connue pour remonter le fleuve jaune. Et quand elle a fini de remonter le fleuve jaune, elle se transforme en dragon. Est-ce que ça vous rappelle pas l'histoire d'un Magikarp qui devient un Léviator? Et donc si vous vous demandez pourquoi du coup Magikarp shiny et jaune, c'est sûrement en référence au fleuve jaune de la légende chinoise. Du coup, aujourd'hui vous dites, mais est-ce qu'on pense encore à ça? Oui. Au Japon, oui. Il y a la journée des enfants qui a lieu, je crois, début juin. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, ou début mai. Ça s'appelle Kodomo no Hi. Et en fait, on accroche au bout de bois, vous savez, des carpes koi. Des fausses. Enfin, c'est des drapeaux. C'était le 5 mai, voilà. On accroche ces drapeaux carpes. Voilà. Comme vous le voyez ici. Et donc en fait c'est inspiré de cette légende et du coup aujourd'hui on les accroche pour la journée des enfants et on en accroche un pour chaque membre de la famille et la taille aussi étant importante, le plus grand étant pour le père, la taille juste avant pour la mère et les petites tailles pour les enfants. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle, c'est aujourd'hui on fait tout ça pour la fête des enfants et chaque couleur a également une signification. Que je ne pourrais pas vous citer aujourd'hui parce que je confonds toujours entre la Corée, la Chine et le Japon parce que je m'étais intéressé aux trois et que bah, du coup ils n'ont pas les mêmes et que nous pareil on n'a pas les mêmes qu'eux donc c'est très très compliqué. Dans les animaux très populaires, envers et contre tout, je l'ai découvert également aujourd'hui, il y a le tanuki qui en fait n'est pas un raton laveur mais un cousin du raton laveur et c'est une race qu'on appelle le chien viverin. Voilà, donc c'est une espèce omnivore que vous pouvez retrouver dans un film très particulier des studios Ghibli qui s'appelle Pompoko, que j'aime beaucoup, qui est très très drôle. Je vous invite à le voir, tout est sur Netflix. Et qui était également symbole de réussite et de prospérité. Voilà, donc on va pas s'étayer là-dessus. Je vous invite plutôt à regarder le film Pompoko si vous avez envie d'en savoir un peu plus, qui est très très drôle. Et donc ensuite, il nous en reste deux animaux, parce qu'on a parlé déjà du daim et du cerf circa que vous pouvez retrouver à Nara. Il y a le poisson fougou. Vous savez, ce poisson qui est issu des eaux douces, qui n'est que pour les fins gourmets, qu'on ne peut pas déguster n'importe où. Parce que ça coûte 1 très cher et 2 qu'il n'y a que quelques cuisiniers reconnus par l'État japonais lui-même qui sont autorisés à préparer ce fameux poisson qui peut devenir hautement toxique s'il est mal préparé. Et sachez que la formation dure 5 ans. 5 ans pour pouvoir préparer un poisson. Tu m'étonnes qu'il coûte cher, faut que ce soit rentable après le bordel. Et en dernier animal, la grue. Donc arrêtez de vous visualiser le gros truc qui sert à construire un bâtiment, la grue, souvent représentée en origami d'ailleurs. C'est un oiseau migrateur et en fait il vient au Japon en période d'été parce que la plupart d'entre eux sont issus de Russie. Je l'ai aussi découvert plus tôt. Ils viennent de Russie et ils migrent donc du coup en Chine, en Corée et au Japon pendant la période où il fait trop froid, voilà. Et donc du coup il n'en reste pas beaucoup d'ailleurs au Japon, il en a 600 individus, ce qui est très très peu, et qui représente l'amour et la fidélité, voilà, parce que c'est un oiseau qui s'accouple pour la vie. Voilà. Donc comme quoi chaque animal a un peu sa petite signification, tout ça.
Mais voilà. Il y a des droits sur lesquels le Japon est en retard. Il y a des choses sur lesquelles ils avaient de l'avance. Et malheureusement, pour s'aligner sur nous, et maintenant aujourd'hui ils ont du retard. Moins de 100 ans de consommation de viande et tout autant d'années de retard dans le droit animalier, juste pour pouvoir, juste pour s'aligner au commerce extérieur et avoir des relations diplomatiques plus faciles. C'est dommage. C'est très 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 dommage. Alors en tout cas, c'était tout ce que j'avais à vous présenter pour ce thème, bien évidemment. On va mettre... C'était trop bien, merci. J'espère que ça vous a plu, bien évidemment. On va mettre à jour Discord, donc je vais barrer mon texte sur la place des animaux au quotidien, même si on a fait un peu plus large. Et on va voter pour le thème qu'on fera la prochaine fois, c'est-à-dire lundi 12 juillet. Voilà. Donc, gérer les sondages. Nouveau sondage. Comme d'habitude, vous allez avoir le droit d'utiliser vos points de chaîne pour voter. Parce qu'on est sympa. Technologie au Japon. Premier thème proposé. L'art de la forge, parce que c'est quelque chose de très spécifique au Japon. Les samouraïs. Passe aux samouraïs, attention. Hein. Japon et commerce. Comme je ne veux pas écrire extérieur en entier, on n'écrira que XT. On va se laisser 2 minutes, bien évidemment. Donc on va en profiter pour rappeler que si vous le souhaitez, vous pouvez venir visionner tous les 2 lundis soirs en live la V2Tech et l'Aftertech et donc échanger avec nous, profiter du live, de l'échange instantané et donc du chat bien évidemment. Donc c'est un lundi sur 2. Vous avez la date du prochain, ce sera le 12 juillet. Le lien de ma chaîne est dans la description. Il y a également le lien de Discord. N'oubliez jamais que toutes les émissions sont disponibles en replay. Comme ça vous permettra de rattraper ou de découvrir vos anciens thèmes qu'on a déjà pu aborder parce qu'on n'est pas prêt de les réaborder de sitôt pour l'instant. On a un petit salon sur Discord justement avec plein de sujets dedans. On a l'architecture moderne au Japon, la montée technologique au Japon. Ah, les différents vêtements traditionnels, j'avais loupé ce message. L'art de forger les épées des samouraïs, hein, donc on a mis en thème là. L'art de l'escrime des samouraïs, le code d'honneur, leur organisation. Là, on va faire plus large, on va directement parler que des samouraïs. On en aura de nouveau pour 1 heure minimum. Les adaptations de l'histoire en manga et en animé qui nous a été proposé. Le Japon avec le commerce extérieur qui nous a été proposé, que vous avez également là dans les propositions. Voilà. Bien évidemment, si vous avez... Alors là c'est vrai qu'on parle essentiellement du Japon, mais on a le droit de parler de la Chine, de la Corée, de la Thaïlande, qui sont tout aussi asiatiques et qui nous intéressent tout autant, qui ont des histoires très différentes. On en avait parlé un peu avec les idols il y a peu, parce qu'on a plutôt parlé de la Corée, où le phénomène s'est vachement plus expandu en tout cas à l'international qu'au Japon. La J-pop est quand même moins présente que la K-pop sur la scène internationale. Donc voilà, 2 mondes, 2 ambiances, bien évidemment. Nous arrivons à la fin de notre vote et c'est avec 100% des voix que nous allons traiter des samouraïs lundi 12 juillet. Voilà, je le rappelle. Merci pour vos votes. Moi, ça m'aide toujours de savoir de quoi on va parler. Parce que je sais quoi préparer, au moins je sais que vous avez de l'intérêt pour ça. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette V2Tech, cet Aftertech, ce live Twitch, ces vidéos YouTube. Vous avez beaucoup de patience à chaque fois de les regarder et je sais que certains d'entre vous les regardent et je trouve ça ouf. Je le sais parce que des fois vous venez me parler les autres jours de la semaine pour me le dire. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de vidéo. On se dit à la prochaine, bien évidemment, pour la suite de nos aventures V2Tech Aftertech.
Si vous avez envie de venir sur Twitch, on fait d'autres choses bien évidemment. N'hésitez pas à passer. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.